Bonjour, vous écoutez Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail. Pour mieux comprendre ces évolutions et ces problématiques, nous entendrons ici régulièrement des salariés, des élus du personnel, des juristes et des experts. 4e épisode aujourd'hui, la sauvegarde de l'emploi après la crise sanitaire. Les accords de performance collective, les APC, et les nouveaux accords collectifs pour l'activité réduite de longue durée, pour le maintien en emploi, sont les deux dispositifs que les pouvoirs publics avancent afin de réduire les licenciements en cas de difficultés économiques. Que penser de ces dispositifs? Quelles peuvent être leur efficacité, leurs effets? Avec nous pour en parler, Christian Pellet. Christian Pellet est le président du cabinet d'expertise Sextant qui travaille pour les CSE ainsi que pour les organisations syndicales. Christian Pellet, qu'est-ce qu'on peut dire de ces accords de performance collective, ces APC? Je pense que dans un avenir relativement proche, les représentants du personnel, enfin les délégués syndicaux, négocieront à peu près autant d'APC que de PSE. C'est bien l'idée qu'en avait le gouvernement, ainsi qu'un certain nombre de conseillers, qui était de changer un petit peu les choses en France et d'éviter que la seule façon de régler un problème ponctuel, ça soit de passer par un PSE et qu'on essaye à travers un outil comme l'APC, de trouver d'autres équilibres qui permettent d'éviter de mettre des gens au chômage. Voilà. Combien d'accords de performance collective ont-ils été conclus? Ils connaissent déjà un beau succès, en fait, ces accords, puisqu'on est à plusieurs centaines d'accords conclus depuis la publication des ordonnances. C'était déjà un succès avant la crise sanitaire, et la crise sanitaire va encore booster la diffusion de ces accords. Pour rappel, les versions précédentes de ces accords de compétitivité, au bout de la même durée, c'était quelques dizaines, voire une dizaine. Donc ces accords marchent déjà très très bien, sont déjà quand même assez largement appropriés par les entreprises, surtout par leurs conseils. Ça ne se sait pas trop parce que les accords ne sont pas publiés sur les bases de données. Moi, je trouve que c'est dommage parce que c'est quand même des accords d'un type radicalement nouveau. Leur caractéristique essentielle, c'est qu'ils priment sur le contrat de travail. C'est quand même quelque chose de totalement nouveau. Bon, c'est dommage qu'ils ne soient pas accessibles. Et beaucoup s'en plaignent, les organisations syndicales au premier chef, mais aussi les chercheurs. Nous, on est en contact avec des universitaires qui aimeraient bien voir ce qui se passe de ce côté-là. Donc, on travaille avec certains laboratoires pour partager les réflexions et la matière qu'on a collectée. Voilà, nous, on a eu la chance de pouvoir en analyser. Aujourd'hui, on doit être à 80, donc on a une bonne vision et on est à peu près les seuls, je pense, à avoir une vision aussi large que ce qui a été négocié. Ces accords de performance collective vous semblent-ils aujourd'hui équilibrés? Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, les accords n'ont pas été marqués par beaucoup d'équilibre. C'est ce que nous, on a cherché à souligner dans les études que nous avons publiées et que j'ai récemment, sur mon compte Twitter, j'ai remis les liens, que n'importe qui peut les consulter. Donc non, les accords ne sont pas équilibrés. Pourquoi ils ne sont pas équilibrés? Parce que les organisations syndicales ont encore fait assez peu ont assez peu mobilisé leurs militants sur le sujet et les ont assez peu avertis. Alors, ça a commencé. Moi, je suis beaucoup intervenu dans toutes sortes d'organisations syndicales et de réunions pour expliquer ce que c'était que ces accords, quels usages en faisaient les entreprises et comment on pouvait, à quoi il fallait faire attention, quels conseils on pouvait donner. Mais d'une part, donc, aujourd'hui, ça n'a pas, je pense, permis d'infléchir encore l'équilibre des accords, qui reste, à mon avis, très favorable aux entreprises. Enfin, les équilibres restent très favorables aux entreprises. Et bon, la meilleure preuve, c'est que, mais c'est aussi une explication, c'est que ces accords qui permettent de se faire assister dans la négociation par un expert comptable désigné par le CSE, comme pour les plans sociaux, eh bien, en pratique, ne génèrent pas de mission. C'est-à-dire que les délégués syndicaux négocient, mais sans se faire assister. Donc ça explique, à mon sens, aussi que,
sans vouloir dire que les représentants du personnel n'ont pas forcément besoin d'experts pour être très bons, hein, c'est pas, mais pour trouver un équilibre dans cette négociation qui est quand même complexe et qui met en jeu des tas de choses sur le plan économique et financier social, c'est quand même mieux de se faire assister de la même façon que pour un PSE. Alors ce que nous observons aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup d'organisations syndicales, moi, de fédérations, de syndicats, qui se rappellent qu'on a un peu une matière qui est disponible et qui me demandent d'organiser des webinaires, par exemple, hein, ou tout autre type de transfert de connaissances vis-à-vis de leurs militants. Donc, parce que aujourd'hui, dans les structures syndicales, ils se rendent compte qu'il y a des négociations qui commencent. Le gouvernement envisage désormais une activité réduite de longue durée qui serait négociée par accord. Est-ce qu'il s'agit pour vous d'une inflexion dans la politique de ce gouvernement à l'égard des entreprises et du dialogue social ? On ne peut pas dire que dans la crise sanitaire, le gouvernement ait mis le dialogue social au premier plan, c'est même exactement le contraire. Là, je trouve qu'il y a une inflexion, il y a un changement qui est positif. Et donc, je le salue parce que ça fait du bien quand même et ça va dans le bon sens. Mais ce qui est important à souligner, c'est que ce nouveau régime, qui devrait être plus favorable que le régime de base qui existait avant la crise sanitaire, eh bien, il ne pourra être mis en œuvre que sur la base soit d'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, soit sous forme d'adaptation d'un accord de branche étendu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met à la disposition des entreprises un outil un outil nouveau qui leur permet d'amortir les effets de la crise sanitaire, alors cette fois-ci à plus long terme, mais aussi d'autres événements, d'éviter de faire un plan social. Alors, puisque là, ce nouveau régime d'activité partielle, il serait accessible seulement avec des engagements de maintien de l'emploi. Et donc, ça va dans un sens qui correspond à ce que font les Allemands et les pays d'Europe centrale depuis de très nombreuses années. Hein. Donc, c'est pas du tout une création française, mais bon, ça va dans le bon sens, mais mis en place par la négociation. Et ça, je trouve que c'est très positif. Il faut quand même rappeler que dans un passé récent, on a eu des tas de dispositifs favorables aux entreprises qui ont été mis en place sans qu'il y ait aucun engagement des entreprises, ni même aucune obligation de négociation ou même de consultation. Le CICE, le pacte de responsabilité qui ont généré des milliards d'économies pour les entreprises. Sur tout ça, il n'y avait aucun contrôle. Confier à la négociation la responsabilité de définir, en quelque sorte, si c'est justifié ou pas, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée? Parce que, typiquement, quand vous êtes obligé, pour mettre en place un régime d'activité partielle, de le négocier, ça veut dire que, premièrement, les représentants du personnel et donc les salariés sont au courant avant même que le régime se mette en place, que vous pouvez discuter de la nécessité de le mettre en place, de la façon dont on le met en place, qu'on peut, on peut négocier des contreparties. Enfin, ça me paraît logique. Une forme de contrôle de ces accords est prévue un peu à la façon des PSE. Qu'en pensez-vous? Il y a une vérification que l'accord comprend bien toutes les dispositions prévues. Si vous voulez, dans les cas où les négociateurs ou les représentants du personnel penseraient que c'est quand même un peu fort de café ou que c'est pas totalement satisfaisant, enfin bref, ils peuvent toujours, comme pour les PSE, agir, c'est-à-dire saisir l'administration pour l'informer que quand même il y a des choses qui les font tiquer. Et dans ces cas-là, l'administration, elle use de son droit d'influence et elle peut faire des lettres d'injonction, etc. Le simple fait d'avoir un tiers, même s'il n'a pas un rôle central, comme l'administration, la directe, dans le processus, fait que l'employeur, il ne fait pas n'importe quoi. Ce dispositif est-il, selon vous, de nature à éviter les licenciements? Ça me paraît relativement clair. Oui, c'est ce qui s'est passé en Allemagne en 2008-2009, quand la crise financière s'est transformée en crise économique. Nous, on a licencié à tour de bras.
Ça a été vraiment une hécatombe en termes d'emploi, la période 2009, pendant qu'en Allemagne, ils signaient effectivement des accords réduisant le temps de travail sans réduire totalement les rémunérations, mettant en place de l'activité partielle. Enfin bref, comme ils font d'habitude, quoi. Voire ils trouvent des compromis qui ne sont pas des compromis où les salariés sortent gagnants, au moins sur la période de difficulté, mais qui permettent d'éviter des licenciements massifs, de préserver l'essentiel des compétences et les appareils productifs. Et il y a généralement dans ces accords des clauses de retour à meilleure fortune, c'est-à-dire qu'on décide, une fois que ça va mieux, comment on redistribue la profitabilité qu'on a retrouvée. Donc comment on compense les années de vache maigre, en quelque sorte, pour les salariés. Et ça permet à l'entreprise de conserver en quelque sorte son pacte social, l'engagement des salariés, la motivation de ceux-ci, toutes les compétences. Voilà. Et quand on compare les deux pays, je ne dis pas qu'ils étaient comparables totalement avant la crise financière, mais la France a accéléré sa désindustrialisation de façon importante, alors que l'Allemagne, elle en est sortie plus forte qu'avant. Donc, je ne dis pas qu'en Allemagne, tout est positif, mais au moins en termes de dialogue social, ils sont quand même nettement plus intelligents que nous. Ça, c'est clair. Là, ce type d'accord va se mettre en place, et je pense que les organisations syndicales sont y compris partie prenante de la discussion. Eh bien, je pense que ça va dans le bon sens, et ça va vers une culture où on décentralise un certain nombre de décisions, où on fait confiance aux acteurs locaux, et on donne des moyens à ceux qui représentent les salariés, et on donne des libertés aux entreprises. Donc, moi, je pense que ça va dans le bon sens. Après, il faudra voir les détails, bien sûr. L'APC, l'accord de performance collective, c'est un accord qui a tout donné à l'entreprise et pas grand-chose aux salariés. Donc la négociation, elle se fait pas dans un cadre dans lequel les organisations syndicales ont beaucoup de moyens et beaucoup de... Enfin, ils partent pas avec un cadre qui leur est très favorable. Bon, mais voilà. Par contre, l'accord de performance collective, il y a possibilité de recourir à un expert pour se faire assister dans la négo. Bon, ils ne l'utilisent pas aujourd'hui, mais j'ai bon espoir que ça va venir. Ça serait mieux pour notre chiffre d'affaires à nous, qui est très atteint par la crise sanitaire. Dernière question, Christian Pelé. Comment avez-vous vécu cette période chez Sextant ? Nous, on a mis aussi en place de l'activité partielle. On a fait évoluer le travail, le temps travaillé à la hausse au fur et à mesure que l'activité reprenait. Donc là, au début du mois de juin, on n'est pas encore complètement normalement, c'est un des mois les plus chargés de l'année pour nous. Normalement, on tire un peu la langue. C'est un mois qui est dur en termes de charge de travail. Là, on n'en est pas là. Donc, on sent encore bien les effets de la crise sanitaire. Mais on espère que vers le 15 juin, ça sera redevenu un mois normal. Donc oui, on a mis en place ce type de mesures, nous aussi. Mais ça s'est fait, alors là, pour donner un exemple, on a fait une consultation, on a réuni notre propre CSE pendant toute cette période-là, pas seulement pour parler d'activité partielle, mais aussi d'autres sujets. C'était, sauf exception, c'était une fois par semaine quand même. Et c'était nécessaire pour faire en sorte de partager l'information, pour générer de la confiance aussi dans ce moment assez compliqué et traumatisant pour beaucoup. Voilà, donc le dialogue social, dans ces moments, c'est très important. Merci Christian Pelé pour cette interview réalisée le 6 juin. Je suis Bernard Domergue et Microsocial est un podcast de la rédaction d'Actuel CSE des éditions législatives. À très bientôt.